La voici entre mes mains, la GameCube, ou alors Steam Machine si vous préférez, mais bon, je trouve le nom GameCube vachement plus intéressant, hein. Après près d'une année d'attente, des reports multiples et carrément une sortie de la manette avant leur PC console, on a enfin eu cette officialisation de la vision de Valve sur ce que doit être le gaming en 2026 sur un téléviseur. Avec ça, et dans un monde où les consoles deviennent vraiment mauvaises pour le consommateur, hein, je vais pas vous refaire l'affront de vous reparler de ce qui se passe avec Sony dès 2028, ce qui fait que beaucoup regrettent l'achat d'une PS5, ouais, ce genre de petit dispositif pourrait devenir extrêmement populaire, hein. Et ça que ce soit par Valve ou non d'ailleurs. Mais pourquoi ça peut être populaire sans eux? Et surtout, ça vaut quoi la GameCube alors? Oui, désolé, hein, je vais clairement utiliser que ce nom-là pour ce truc. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va donc parler de cette console PC, hein, qui veut prendre place dans votre salon avec un style extrêmement minimaliste, bien plus petit qu'un ordinateur classique. Vous allez pouvoir le caler partout dans votre setup, dans votre salon, voire même dans votre chambre, ce qui fait que vous pourrez profiter de votre tout nouveau pod de chez Headsleep qui sponsorise la vidéo. Franchement, vous aviez déjà vu un lit dans une position pareille, vous? Et ouais, ici c'est une solution complètement nouvelle pour améliorer votre sommeil et clairement avec cette chaleur, c'est le moment de s'y intéresser. Qui n'a jamais eu du mal à s'endormir car le lit était trop froid ou trop chaud? Me mentez pas, on est tous là à galérer en plein été, on essaie toutes les techniques pour s'endormir, hein, comme le ventilateur à fond sur notre tronche ou alors les panards à l'extérieur du lit. Mais si vous pouviez changer la température de votre lit à votre guise justement, eh bien c'est ce que permet de faire le Pod 5. Grâce à ce système comprenant un hub et une housse, cette dernière s'installe sur votre matelas, donc rien n'a changé chez vous. Et derrière elle pourra thermoréguler votre lit. La classe, non? Vous voulez du chaud? Elle peut monter à 43 degrés. Vous voulez du froid? Eh bien là elle peut descendre à 12 degrés. Et vous n'êtes pas raccord avec votre moitié? Eh bien pas de problème non plus car la température est gérable pour chaque côté du lit, donc pas de dispute à ce niveau-là. Le sommeil c'est quand même quelque chose d'ultra important, hein. C'est un tiers de votre journée normalement, et donc c'est important qu'il soit efficace. Et le pod vous aide à gagner en efficacité grâce au suivi biométrique de votre rythme cardiaque, votre fréquence respiratoire ou encore vos phases de sommeil. Et pouvant aller encore plus loin avec un mode autopilote qui gérera lui-même la température du lit par rapport à votre besoin actuel à l'instant T. Votre lit s'adaptera enfin à vous et ça ne sera plus jamais l'inverse. Tout ça est disponible sur le Pod 5 et la version Pod 5 Ultra va encore plus loin avec la détection des ronflements et un ajustement automatique de la position pour pouvoir les réduire, voire les stopper, un surélèvement de la tête ou des pieds grâce au système zéro gravité et même un système audio intégré surround permettant de diffuser des bruits blancs ou des musiques apaisantes pour vous aider à vous endormir. Avec le code LEOTechMaker, profitez de jusqu'à 350 $ de réduction sur le Pod 5 Ultra et si vous n'êtes pas sûr que le système peut vous plaire, eh bien vous avez 30 jours d'essai sur lesquels vous pouvez renvoyer le produit s'il ne vous satisfait pas. Donc n'hésitez pas à tester cette nouvelle solution. Clairement, ça va changer de manière drastique votre sommeil, tout ça, hein. Un peu à l'instar de comment la Steam Machine a envie de changer de manière drastique votre expérience de jeu. Mais pourquoi c'est si différent que tout ce qu'on a pu voir finalement ces dernières décennies dans le monde du PC gaming? Car là, c'est clair qu'on le remarque bien ce petit cube et il ne ressemble à rien d'autre, hein. Allez, peut-être un peu à la Ouya, mais bon, on va éviter de faire ce genre de comparo pour le bien de cette nouvelle Steam Machine. Car en effet, faut pas oublier que c'est pas la première tentative de Valve de faire ses propres ordinateurs, avec un fiasco terrible qui date d'il y a 10 ans tout pile, enfin plutôt 11 ans maintenant. Et oui, le fiasco des Steam Machine, qui portait donc exactement le même nom. Et à cette époque, c'était pas vraiment eux derrière, hein. Alors oui, ils proposaient le système d'exploitation qui était sous Linux et qui ne profitait absolument pas de tous les jeux comme c'est le cas aujourd'hui, car à l'époque, Proton n'existait tout simplement pas. Ouais, le SteamOS de 2015 n'est pas le SteamOS de 2026. Et tout ce qui concerne les composants et le design, c'était la tambouille de chaque constructeur qui évidemment rajoutait sa marge. À l'époque, les designs de toutes les Steam Machines n'avaient rien à voir entre eux, les configurations et donc les performances non plus, et évidemment les prix non plus. Et on parle pas de petites variations là, hein, car ça pouvait aller de 450 $ à 6000 $. Ouais, et 6000 $ d'il y a 10 ans, hein, donc on enlève l'inflation et les explosions de prix dues aux ruptures de composants. C'était Falcon Northwest qui proposait ça avec des GTX Titan à l'intérieur. Ouais, vous savez les GTX qui galèrent toujours avec Linux en 2026, hein. Bref, un énorme flop, et autant les manettes Steam de l'époque on a réussi à en acheter en France qu'avec des moins 90% car ils voulaient se débarrasser des stocks donc ça a un peu circulé, autant les Steam Machines de l'époque j'en ai jamais vu une en vrai. Il a fallu donc tout repenser, avoir le succès du Steam Deck entre temps notamment et l'explosion folle de SteamOS et surtout de Proton, et donc voilà cette V2 beaucoup mieux pensée. Cette fois-ci un seul design et donc avec un seul prix, enfin avec plutôt deux prix mais juste avec le changement du stockage, hein. Et aussi le fait qu'on va vous filer des petites façades amovibles pour mettre à la place de celle-là, car oui, il y a des designs qu'on peut changer dont on reparlera un peu plus tard. Mais donc ici, c'est Valve qui gère tout de A à Z avec une configuration optimisée, pas de
middleman qui rajoute sa marge dans l'histoire. Mais bon, comme on a dit plus tôt, bah il y a d'autres problèmes en 2026 malheureusement. Car ouais, c'est vraiment le bazar, un côté prix en PC. Rappelez-vous, à l'annonce du produit, tout le monde espérait voir ce cube sortir dans les 500 €. Et bon bah la douche est sacrément froide car c'est 1039 € au minimum et ça sans manette, car sinon bah faut rajouter 80 balles. La version que j'ai ici c'est 1359 € car il y a 2 Teraoctets de stockage et c'est foutu planche en plus, mais toujours sans manette. Ouais, 320 € de plus pour juste 1 Teraoctet de stockage et j'ai même pas eu le choix de la prendre celle-là car la précommande s'est faite sous tirage au sort et le système a choisi l'une des 4 versions à ma place. La plus haute où j'ai gagné le tirage m'a été donc confiée, ça m'a annulé les autres tirages au sort et j'avais le choix d'acheter ça ou de rien acheter du tout. Ouais, 2026 c'est vraiment pas facile hein. Mais donc on a quoi pour 1359 € ici? Eh bien en termes de performance, on a comme sur Steam Deck des composants sur mesure et qui n'ont donc pas des noms publics hein, à proprement parler hein, mais on aura quand même certaines performances qu'on peut voir. Avec un processeur AMD Zen 4 Seeker et un processeur graphique AMD RDNA 3 avec 28 unités de calcul, ce à quoi on rajoute 16 Go de mémoire vive en DDR5 et 8 Go de mémoire vidéo, et donc de GDDR6. Ouais, clairement, ça fait un peu maigrichon hein, pour le prix auquel c'est vendu, même s'il faut pas oublier l'époque dans laquelle on est. Maintenant, attention, il faut aussi se rappeler qu'on est sur des composants sur mesure, et donc à l'instar du Steam Deck ou même des consoles finalement, vu qu'on a un système d'exploitation qui est taillé normalement pour cette machine, bah concrètement c'est censé avoir de meilleures performances que les performances brutes qu'on pourrait avoir normalement. Et il y a moyen d'avoir quand même de belles choses grâce à l'optimisation. Ils se vantent par exemple d'avoir 6 fois les performances d'un Steam Deck. Mais donc ça veut dire quoi exactement? Déjà, avant de parler de performance, il faut parler interface. Et donc là oui, il n'y a plus aucune friction comme sur un PC Windows pour lancer un jeu. Là on prend notre manette, que ce soit le Steam Controller ou n'importe quelle autre manette hein, finalement. C'est aussi un des avantages de ce genre de truc, hein, c'est que vous pouvez brancher absolument tout ce que vous voulez, c'est beaucoup plus ouvert qu'une console classique. Ensuite on allume notre console et paf, on peut directement jouer au jeu auquel on a envie de jouer, à l'instar d'un Steam Deck finalement, même si attention, il y a quand même une friction toujours présente, bah c'est qu'il n'existe pas de mode Steam Machine Verified, et ça contrairement au Steam Deck Verified qui était présent presque sur tous les jeux majeurs à sa sortie. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'il va falloir passer un peu de temps dans les menus de chaque jeu hein, pour pouvoir faire les réglages de ces derniers et pour que justement que ça soit agréable pour vous et que ce soit pas insupportable pour la machine et qu'elle tourne du coup à 10 FPS. Et donc ouais, faudra utiliser soit les systèmes de reconnaissance automatique de performance dans les paramètres s'ils existent, soit faire sa propre tambouille, et donc c'est clairement pas autant user-friendly que des consoles qui auraient un mode performance et un mode qualité. Après bon, j'en parle que de manière négative, mais il y a quand même quelques bons points à ça hein. Déjà ça permet de placer le curseur comme on veut, avec chacun ses préférences. Certains préfèrent avoir plus de FPS quand d'autres préfèrent sacrifier un peu les perfs pour avoir un rendu plus joli. Mais donc une fois qu'on a vu l'interface, on peut s'attendre à quoi avec ça? Eh bien justement, on va se retrouver dans mon salon pour tester ça. Voici donc la Steam Machine branchée directement à mon téléviseur. Et pour le commentaire qui m'a demandé justement pour le Steam Controller s'il pouvait allumer du coup la Steam Machine et en tout cas du coup la sortir de veille, ça fonctionne bel et bien car juste en appuyant sur le Wake Up ici, j'ai bien du coup ma Steam Machine qui se met directement sur mon téléviseur. Second truc aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'énorme puck hein, juste ici que vous pouvez avoir du coup pour avoir une bonne connexion. Il y a une connexion directe qui peut se faire avec la Steam Machine. Bon, c'est bien sympa de le savoir, comme ça au moins vous savez que la manette officielle fonctionne quand même plutôt pas mal avec la console officielle qui va avec, hein, ce qui est assez logique. Et aussi un petit truc en plus hein, d'ailleurs par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo, c'est qu'il va y avoir des jeux qui seront Steam Machine Verified, comme les jeux Steam Deck Verified. Ça a été annoncé du coup quelques heures avant que je tourne tout ça. Le truc, c'est que pour le moment, c'est absolument pas présent. Moi, tout ce que j'ai quand je me balade du coup sur ma bibliothèque Steam, c'est compatible avec SteamOS, donc du coup toute ma bibliothèque Steam de jeux, hein, donc là j'ai 1702 jeux qui sont compatibles avec cette console sur les 2723 jeux de ma bibliothèque Steam. Oui, je sais, j'ai beaucoup de jeux sur Steam, écoutez, j'ai mon compte depuis 16 ans. Mais bon, normalement, du coup, il y aura des paramètres, en tout cas des presets qui seront faits pour cette Steam Machine à un moment ou à un autre. Pour le moment, bon, c'est pas trop le cas. Donc, à quoi ça ressemble hein? Du coup, si vous avez déjà eu un ordinateur sous SteamOS ou même un Steam Deck ou même une Lenovo Legion Godot ou que sais-je, vous savez à quoi ressemble SteamOS. Hein. Vous avez du coup tous vos jeux qui se retrouvent juste ici, vous avez juste à vous connecter à votre compte Steam et paf, derrière vous pouvez faire du coup tout ce que vous voulez. Il y a toujours moyen d'avoir par contre un bureau, hein, d'avoir du coup vraiment un Linux, parce qu'encore une fois, ça reste Linux derrière. Et donc voilà, de se balader dessus et encore une fois, hein, grâce au pavé tactile du Steam Controller, d'utiliser ça comme une souris. Voilà, je fais ce que je veux. Écoutez, si j'ai envie de commencer
commencer à coder à la manette, eh bien je pourrais, hein, c'est génial. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse, même si encore une fois c'est intéressant de savoir que ça reste un vrai ordinateur avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi à la base. On va retourner en gaming mode pour justement voir c'est quoi les performances en jeu de ce truc. On va lancer un petit God of War et on voit déjà qu'il met des paramètres de son côté avec une maximum game resolution à 1920 par 1080, alors que pour le moment j'ai pas mis grand chose. C'est étonnant qu'il me place ça, ça veut dire que ce serait les paramètres de la Steam Machine de son côté, alors qu'on est sur une télé 4K 120 à la base. Et effectivement, de base, il veut absolument me mettre en 1920 par 1080. Alors je peux le changer, bien sûr, je peux augmenter si j'en ai envie, mais d'ailleurs on va le faire pour voir jusqu'où ça va. Il va falloir toucher aux paramètres, du coup on va essayer de le mettre à balle. On va mettre le jeu en ultra. Ouais, en ultra déjà on sent que sur les paramètres en bas qu'il va pas aimer. On va mettre le jeu en élevé, on va augmenter la résolution, voilà, en 3140 par 260, et on va laisser le FSR 2.0 en mode performance, comme ça du coup, je pense que ça reste un truc pas trop mal. Mais oui, effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de preset pour du coup avoir vraiment ce côté plug and play, paf, je peux jouer à un jeu. On va voir ce que ça donne. Eh bien, en vrai, franchement, ça tourne pas mal. Pour avoir fait des tests assez similaires sur Lenovo Legion Go 2 avec sa Z2 Extreme, pour le coup, ça tourne vraiment mieux. Je pense qu'il y a même moyen qu'on s'amuse un peu et qu'on essaie d'augmenter. On va essayer de passer les graphismes en ultra. Ça a l'air d'être toujours pas mal. Vraiment, on a quand même un truc assez sympathique. Je suis assez surpris. Je pensais que ça allait tout de suite ramer un petit peu. Et finalement, on a un truc qui rend vraiment sympatoche tout de même. Non, par exemple, si on se balade et tout. Non, en vrai, c'est plutôt fluide. Alors, est-ce que c'est le FSR qui fait tant que ça des miracles, ce qui n'est pas impossible, du coup tous les outils d'IA sur lesquels on aurait tort de se priver, mais essayons d'enlever et de le mettre par exemple en qualité, clac. Bon, déjà il y a un peu plus, quelques drops tout de même, en rajoutant du coup le FSR en qualité, mais honnêtement ça reste quand même plutôt sympathique et surtout ça tourne toujours à une vitesse un peu supérieure que ce qu'on peut trouver sur console. Alors certes on parle d'un jeu qui a quand même quelques années maintenant, mais pour un premier test, pour un jeu qui sert quand même pas mal de benchmark justement pour tester ce genre de truc, ça tourne pas mal, clairement, il y a moyen d'avoir un truc un peu sympa. Plutôt surpris de ce premier test. Maintenant, on va tester sur le vrai premier benchmark qui s'appelle Cyberpunk 2077. Nous voilà donc sur Cyberpunk 2077, toujours sur Steam Machine, et on va essayer de tout faire exploser, rigolons un petit peu quand même. On va se mettre en Ray Tracing Ultra, histoire de voir à quel point du coup ça pète un câble au début, et surtout à quel point on doit descendre pour avoir quelque chose de potable ou non. Ah voilà, là on rigole un peu plus, c'est vrai que c'est quand même un petit peu moins sexy, on va pas se mentir. Clairement, on va pas pouvoir faire tourner le jeu comme ça. En même temps, c'est pas très étonnant, encore une fois, on est sur un ordinateur à 1000 €, qui reste un budget assez élevé, mais pour 2026, malheureusement, c'est pas si élevé que ça. On va voir du coup à quel point on doit descendre pour avoir quelque chose qui peut devenir potable. On va changer de ce côté-là, en ray tracing moyen, pour voir ce que ça peut donner déjà. Un peu plus sympa, en vrai, clairement un peu plus sympa. Alors par contre, un truc qu'on va tout de suite enlever, qui est le flou cinétique, parce que ça, c'est une aberration. Ça galère encore un chouïa, mais en vrai, ça reste un peu mieux. Et oui, effectivement, dès qu'on va vouloir commencer à taper sur de ray tracing, etc., déjà, on reste sur du matos AMD, c'est du matos qui gère un petit peu moins ces trucs-là. Même si en vrai, maintenant, il y a clairement plus autant une différence côté Nvidia et côté AMD. Mais bon, clairement, quand on commence à arriver sur ce genre de trucs, ça devient plus pénible. Et donc là, oui, si on va vouloir avoir de meilleures performances, va falloir soit enlever le ray tracing, soit du coup baisser la résolution, ou alors du coup se dire qu'on aura moins d'images par seconde. Et c'est le truc de voir à chaque fois de votre côté, c'est quoi les concessions que vous voulez faire là. Par exemple, je suis passé en élevé, effectivement, maintenant c'est bon, ça tourne nickel. Clairement, il y a moyen d'avoir des performances qui sont quand même très cool. Encore une fois, on reste à la base sur un PC fixe. On n'est pas sur une console portable qu'on est en train de mettre sur le téléviseur. Non, là, on est vraiment sur un PC fixe qui se trouve juste ici. Donc c'est un truc que vous pourrez pas vous trimballer et qui restera dans votre salon. Mais qui en vrai peut remplacer une console. Maintenant, qui coûte plus cher qu'une console, encore une fois. Et aussi ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on a toujours les trackpads qui peuvent servir. Si vous préférez jouer au trackpad, c'est un peu plus intéressant. Il faut avouer encore une fois que le pavé tactile, quand il est reconnu comme ça et que là vraiment il y a ce côté, regardez, ça se joue directement avec le pavé et la gâchette derrière. Pour jouer à Solcesto, je suis d'accord, le Steam Controller, c'est la meilleure manette. Non, mais en vrai, du coup, très sympathique, honnêtement. Là, je suis en train de jouer du coup à Spider-Man et bon, tranquille, le jeu tourne en très élevé, toujours en 4K. J'ai pas de génération d'images avec du FSR ou autre, mais si je veux, je pourrais en rajouter et du coup pouvoir augmenter encore une fois les paramètres, un petit peu faire tout ce que je veux. Encore une fois, comme sur un PC de manière classique. Mais ouais, en vrai, les jeux tournent plutôt bien. Je suis plutôt agréablement surpris des performances
performance de la console parce que j'avais vu beaucoup de mauvais retours à la base, hein, notamment sur un Forza Horizon qui avait l'air d'un peu galéré. Mais de mon côté, ça va. Je sais qu'il y a eu énormément de mises à jour hein, depuis les premiers tests qu'on a pu voir. Il y a encore une mise à jour quelques minutes avant ce test et on sent que la console va s'améliorer encore et encore. Maintenant, faut pas oublier que ça coûte 1000 € minimum, voire 1300 comme sur ma version actuellement. Et bon, bah, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que vous pourriez donc remplacer votre console par ça. Bref, après ce long test, on va pouvoir donc comparer ça aux autres consoles. Et bon, bah malheureusement, c'est pas très différent, hein, on va pas se mentir. On serait donc un peu au-dessus d'une PS5, mais un peu en dessous d'une PS5 Pro et à peu près au niveau d'une Xbox Series X. Et encore, ça dépendra des jeux, ça dépendra des optimisations. Bref, c'est pas vraiment bah du coup une science infuse, hein. Mais en clair, on a donc des performances de console, mais à un prix malheureusement bien plus élevé qu'une console. Et ça même en prenant en compte les augmentations de prix qu'on subit ces dernières au cours des derniers mois. Et bon sang, clairement que je trouve que ce projet il est un peu gâché, parce que oui, du coup à 1000 € c'est vraiment compliqué de vous dire que c'est un truc sur lequel il faut vous jeter. Et finalement avec les explosions de prix, le fait qu'ils ne peuvent pas autant casser leur marge comme sur le Steam Deck vu que ça peut être utilisé comme un ordinateur normal, il n'y a aucun monde où ce truc là avait la possibilité d'être compétitif, et là où les constructeurs de consoles traditionnelles font tout pour retenir les prix les plus bas possibles entre très gros guillemets, hein, ou en tout cas font tout pour retarder l'explosion des prix pour pouvoir vous tenir captif dans leur store sur lequel ce sera le seul endroit où vous pourrez acheter des jeux dès 2028 comme chez Sony, bah là Valve est obligé d'arriver avec un prix de 2026 et donc il n'y a vraiment aucun monde où un petit objet design comme ça sera plus intéressant que les machines PC traditionnelles. Et même de manière plus approfondie, bah ça intéresse qui vraiment d'avoir un PC design? Car c'est vraiment ça que se veut être aussi cette Steam Machine, un objet qu'on veut montrer, avec carrément cette façade avant hein, qui est aimantée comme je le disais et qu'on peut changer. On retrouve donc déjà des vendeurs de façades amovibles tiers et même des systèmes en préparation pour y rajouter un petit écran comme chez JXOX, je sais jamais dire le nom de cette marque, qui veut proposer 3 façades avec écran e-ink, donc à encre électronique, et ça pour afficher l'heure, un logo ou plein d'autres choses. Alors il y aurait aussi une dalle Color Dot Matrix, mais bon ça veut dire qu'il faudra brancher votre façade à votre Steam Machine pour que ça marche et pour avoir du jus dedans, car il n'y a absolument rien qui permet d'avoir de l'électricité là-dedans, ce qui fait que ça cassera quand même bien le design, hein. Mais vraiment, je le répète, il y a des gens qui veulent avoir ça dans leur salon et le montrer vraiment fièrement devant. Bah en réalité, je suis vraiment pas sûr. Et je pense que beaucoup de gens n'ont même pas capté que c'était aussi ça la Steam Machine, car en ce moment on voit beaucoup de compétiteurs de cette dernière arriver, avec de meilleures performances, avec des prix moindres, comme la Steam Machine chez LDLC qui avait fait beaucoup parler d'elle au lancement du nouveau bébé de Valve, ou même encore plus énorme, le Steam Roller V2. Et encore, je ne compte pas tous les youtubeurs hein, qui ont fait une vidéo « J'ai créé une Steam Machine meilleure que la Steam Machine » alors qu'ils ont construit des ordinateurs qui sont plus grands qu'un multiplat. Hein. On prend donc le nom de la Steam Machine, mais on ne respecte absolument pas l'idée phare qu'il y a derrière cette miniaturisation. Et en vrai, c'est assez logique, car on s'en fout en fait. La réalité, c'est qu'une machine de jeu n'est jamais un objet de design. Déjà dans un setup, on est beaucoup à cacher notre tour, mais alors dans un salon, encore plus. Le nombre de divorces créés par le fait que la PS5 traîne sur le meuble TV n'est clairement pas négligeable. Et si vous êtes prêt à mettre 1000 balles dans votre machine de jeu de salon, bah il y a clairement plus de chances que vous ayez un salon un peu sympa, un peu haut de gamme, et donc peut-être sans meuble TV. Ou en tout cas pas sous le téléviseur pour éviter d'être dans votre champ de vision, comme moi de mon côté où je mets ce dernier à l'arrière de mon canapé pour ainsi y mettre mes dispositifs qui sont reliés à cette dernière qui se retrouve accrochée au mur, et donc flotte à côté des colonnes de son. Pour moi clairement, hein, le meilleur setup pour jouer du coup dans un salon, hein, bah vous le savez hein, si vous avez vu ma vidéo sur mon setup avec notamment Apollo Moonlight. Et j'ai donc ma Lenovo Legion Go 2 branchée à l'arrière de mon canapé et qui va donc me permettre de jouer soit en local sur mon téléviseur, soit en remote streaming. Mais donc j'ai aucun objet mis à part le son et les lumières qui se retrouvent à côté du téléviseur. Et si j'avais pas besoin de débrancher ma console pour pouvoir jouer en portable quand j'ai envie de jouer en portable, bah j'aurais caché cette dernière au fin fond d'un placard. Enfin, en faisant bien attention de gérer la ventilation et de pas mettre ça dans un meuble avec aucun trou dedans hein, quand même. Et donc, bah, pourquoi je m'embêterais à avoir un truc joli et petit? Car oui, c'est vrai qu'il est très joli ce truc là. Hein. Et donc pourquoi je paierais plus cher pour avoir un petit ordinateur? Car la réalité elle est aussi là, c'est que pour avoir une telle miniaturisation, bah, faut le payer. Et la Steam Machine a donc sacrément répercuté son design sur son prix, ce qui la rend moins attractive. Et par les temps qui courent où tout coûte vraiment très cher, je pense qu'on ne cherche clairement pas le design, mais plus bah du coup la rentabilité et le rapport qualité-prix. Et c'est pour ça que toutes les Steam Machines, Steam Roller, toutes les contrefaçons ou copies de Steam Machine ne font absolument pas la taille d'une Steam Machine. Et donc ouais, on se retrouve avec un cube qui à mon sens finira sûrement enfoui dans un meuble comme on l'aurait fait avec un setup plus classique. Et en parlant d'enfoui, bah en fait c'est ça qui est le plus intéressant sur cette Steam Machine, c'est pas ce qu'elle est dans l'extérieur mais c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Car oui,
oui, il y a quelque chose dont on a très peu parlé ici, hein. Bah c'est le fait que ça y est, on est vraiment avec des PC qui fonctionnent comme des consoles, avec des machines qui s'allument avec un vrai mode gaming et uniquement gaming. Pas une surcouche un peu bancale au-dessus d'un Windows qui va cracher tous les 3 démarrages et qu'il faudra à chaque fois modifier en mettant le vrai bureau Windows. Non, ici SteamOS est plus puissant que jamais et clairement, hein, quand vous branchez cette chose, eh bien vous n'avez que votre interface de console pour pouvoir jouer à des jeux. Plus de machine qui met 1000 ans à démarrer son mode gaming, plus de bloatware dans tous les sens avec des onglets qui démarrent avec son PC. Non, là on prend sa manette, on allume sa console PC et paf, on joue à des jeux. Et c'est ça finalement la vraie réflexion et la vraie philosophie que donne cette machine. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une très bonne chose cette Steam Machine, que vous l'ayez ou pas, parce que cette force là, grâce à la Steam Machine encore une fois, bah elle est disponible désormais absolument partout gratuitement. Et pour moi c'est ça la vraie annonce intéressante sur tout ça, c'est le fait que maintenant ça y est, SteamOS 3.8 est disponible pour absolument tout le monde et sans être sur un système particulier. Fini les magouilles avec des versions qui sont à la base faites pour des consoles portables justement. Clairement c'est de la frappe atomique tout ça, et donc depuis début juillet 2026, vous pouvez bazarder Basit et CameraOS pour installer le seul et vrai unique SteamOS. Encore une fois, je le répéterai dans cette vidéo, hein, mais si vous avez un PC avec une carte graphique AMD, vous allez gagner des performances folles à lâcher votre Windows pour ça, et ça ne vous coûtera absolument rien. Cette version 3.8 est devenue beaucoup plus stable, et même de mon côté, j'ai réinstallé complètement mes bécanes sous SteamOS trafiquées pour y mettre cette nouvelle mouture, comme sur ma Lenovo Legion Go 2 que je vous ai présenté en fin d'année dernière. Cette fameuse console portable de titan que je me trimballe absolument partout. Rappelez-vous, hein, sur ma vidéo test, je vous disais que j'avais installé SteamOS, mais que bon, hein, ça marchotait et qu'en vrai c'était de plus en plus compliqué. Mais clairement, ce SteamOS 3.8 est game changer, il n'y a même plus besoin d'avoir une version Linux proposée par Lenovo, car vous pouvez installer la bonne version Linux. Et donc je suis passé d'une version de SteamOS 3.7 faite pour une Lenovo Legion Go S tweakée dans tous les sens et qui faisait parfois crash ma console, à cette version SteamOS 3.8 universelle sur laquelle j'ai gagné en performance, en autonomie, des couleurs folles, un HDR de zinzin ou un VRR qui fonctionne du feu de Dieu. Et vraiment, rien que pour ça, ça valait le coup que cette Steam Machine existe. Et c'est grâce à cette évolution qu'il y a toutes ces fausses Steam Machines qui existent aussi, car sans le SteamOS ouvert, il n'y aurait pas les fausses Steam Machines. Mais encore une fois, bah comme pour le Steam Controller finalement avec Steam Input, je trouve que le plus intéressant avec cette Steam Machine, c'est le logiciel qu'on a gagné autour et pas le matériel qui nous a été fourni. Valve est clairement victime du succès de son logiciel et finalement aussi victime de l'ouverture de ses systèmes, car étant donné que chacun peut y faire maintenant ce qu'il veut avec, et surtout proposer sa vision super facilement, bah parfois les visions externes sont plus intéressantes. Mais vraiment, je trouve que Valve a un peu raté le coche avec cette machine, un peu comme avec sa manette finalement. Maintenant, ça nous a ouvert la possibilité de faire mieux et on fait déjà mieux. Et bon, bah Valve ils sont contents quand même, hein, car vous allez utiliser Steam et leur donner 30% de tous vos achats, donc bon, il reste gagnant. Je vous rappelle quand même qu'en ce moment, bah du coup la plateforme Steam est en train de faire les meilleurs mois qu'elle a jamais fait de sa vie. Maintenant, attention, hein, je le rappelle, je trouve pas non plus que ce soit une mauvaise machine, ce truc-là, mais clairement elle subit énormément les explosions folles de prix et les ruptures de composants. Peut-être que s'ils avaient eu la vision de tout ce qu'elle arrivait en 2026, ils auraient peut-être annulé le projet avant même de l'annoncer. Finalement, un peu tout ce que j'ai dit dans ma vidéo review de l'annonce de l'époque. Et encore une fois, j'ai eu raison, je le rajouterai dans mon bingo. Bref, est-ce que cette console peut vous intéresser alors de votre côté quand même? Ou alors finalement à ce prix-là, vous trouvez vraiment que ça ne vaut pas le coup? Après, bon, en vrai, rien ne vous empêche de vous inscrire sur l'un des modèles en file d'attente pour ensuite voir si un jour vous serez l'un des heureux élus qui recevra le sacro-saint mail qui vous autorisera à acheter la sacro-sainte Steam Machine. Ouais, vraiment, je déteste 2026. Dites-vous que pour la manette seule, faut maintenant attendre 2027 pour l'avoir tellement les gens sont devenus fous. Ou alors ils gardent uniquement les modèles de Steam Controller pour celles qui sont vendues avec les Steam Machines. Du coup, si vous la voulez, faudra vous inscrire sur les packs avec manette inclus. Mais elle vaut quoi alors cette fameuse manette en détail alors? Eh bien, je vous ai fait une vidéo test de cette dernière il y a quelques semaines dans laquelle je vous disais tout ce que je pense. Vous pouvez donc retrouver ça en cliquant juste à côté de moi. Ça devrait vous aiguiller pour savoir si oui ou non elle est faite pour vous. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!